Salut à tous, petite vidéo pour continuer le petit périple sur Narak. Donc chose promise, chose due, un petit guide stratégique sur comment gagner à Narak. Alors c'est un bien grand mot, mais en tout cas l'idée c'est vraiment de donner un peu les axes et surtout de vachement s'orienter sur l'extension. Donc je vais faire un petit débrief de tous les persos, de toutes les cartes qui me paraissent pertinentes, des stratégies un peu des persos et puis liées aux différentes pistes de recherche de l'extension. Alors en préambule, avant d'attaquer les asymétries, les personnages et rentrer un peu plus spécifiquement dans le détail, il y a deux petites choses dont j'aimerais parler. La première, n'ayez pas peur de la peur. Ouais, c'est un peu ridicule comme ça. Mais en fait, les cartes peur, c'est pas forcément un inconvénient dans le jeu. Souvent, elles sont reliées à des emplacements qui permettent de gagner plus de ressources. Et en début de partie, on a besoin de ressources pour monter vite les pistes de recherche et lancer son moteur. Donc la peur est pas forcément un problème. Après, évidemment, si votre deck commence à être rempli de peur, à un moment, va falloir commencer à sérieusement les exiler. Ensuite, deuxième point, les lieux, l'exploration. Alors l'exploration, en vrai, c'est un module absolument indispensable du jeu. Surtout plus on avance, plus on a envie de rentabiliser ses ouvriers, et donc plus on a besoin d'aller chercher des grosses ressources. Et les grosses ressources, il faut aller explorer pour ça. Le truc, c'est que quand on explore, on a un gardien. On a déjà une idole. Donc l'idole, non seulement elle fait gagner une petite ressource, mais en plus elle permet de se placer sur des emplacements de son plateau qui font gagner d'autres ressources, donc ça c'est hyper important. Mais il y a un gardien avec 5 ponts à la clé et un petit pouvoir, et donc à 80-90% du temps, ce gardien-là, on a envie de garder les points pour soi, on n'a pas envie de les garder pour l'adversaire. Donc là, il y a deux petites choses en un, c'est que des fois, on peut laisser le gardien si on sait qu'on est le premier joueur après, et à retourner sur le lieu pour aller casser le gardien après. Donc on récupère une peur au passage, mais potentiellement ça permet de plus monter sur la piste de recherche et de quand même gagner le gardien derrière et de ne pas le laisser à un adversaire. Et pareil pour les lieux de niveau 2, quand on fait les premières explorations de niveau 2, surtout quand c'est très tôt dans la partie, clairement timez-le pour être le premier joueur à rejouer derrière, pour pas laisser un lieu de niveau 2 aux adversaires qui va leur faire gagner beaucoup de ressources. Alors même si potentiellement ils vont pas gagner le gardien parce qu'on l'a battu avant et les idoles, ça reste quand même très fort d'aller explorer un niveau 2 en début de partie. Donc voilà, faites bien attention à ces questions de timing. Alors, on va commencer par notre ami le capitaine, qui est un peu le premier personnage qu'on essaie de jouer sur l'extension, qui est censé être le plus simple. Donc on a un petit ouvrier en plus, donc on a 3 meeples au lieu de 2. Donc c'est quand même un bonus assez fort, et du coup il va falloir essayer de le rentabiliser au mieux. Donc pour ça, on a un set de cartes qui a notamment du déplacement. Donc cette carte est assez intéressante, déjà elle a un avion de base. Et puis pour une pièce, on peut payer 2 avions. Donc ça c'est très important en mid-game pour aller explorer du lieu niveau 2. C'est vraiment le meilleur personnage pour ça. Parce qu'au lieu de payer l'équivalent de 4 pièces pour 2 déplacements, on en paye une et on a 2 avions, donc en plus on peut aller vraiment où on veut. En contrepartie, on a cette carte à gérer, on a une peur en plus dans le deck. Donc il y a une peur qui a moins 2 points de victoire au lieu de moins 1, mais quand on s'en débarrasse, donc on récupère une peur normale et on récupère une boussole. Donc c'est vrai qu'avec ce perso, des exils judicieux vont être assez importants et peut-être plus importants qu'avec d'autres personnages. Et après, on a une carte qui est assez simple à jouer, qui est que plus on pose d'ouvriers et plus on attend pour la jouer, plus on récupère un bonus important. Donc si on en a posé 3, on peut avoir une tablette, mais on peut avoir une pièce ou une boussole. Donc ça a l'avantage d'être assez versatile. Et on a en bonus asymétrique bleu sur les idoles, on a une boussole et un avion. Donc ça, pour le coup, je trouve que c'est potentiellement un des bonus les moins forts. Il peut être intéressant situationnellement, mais il est quand même beaucoup moins fort que d'autres. On va le voir avec d'autres persos. Parce que voilà, un 3e ouvrier, ça reste assez fort. Donc ils ont essayé de rééquilibrer derrière en mettant peut-être des bonus un peu moins forts à côté. Donc le capitaine, comment on le rentabilise? Il a 3 ouvriers, donc déjà plus il y a de joueurs, plus il est compliqué à jouer. Notamment à 4 sur les premiers tours, quand il n'y a que des tentes, vas-y pour poser tes 3 ouvriers, notamment quand tu as des emplacements à double botte, c'est quand même très compliqué sur le plateau central. Mais à 2 et 3, il est très fort. Mais dans tous les cas, quel que soit le nombre de joueurs, il faut aller explorer très tôt, voire même tour 1.
Donc idéalement, on va essayer d'aller chercher les 2 boussoles très tôt. Si on arrive à avoir les 2 boussoles tour 1, ça veut dire qu'on va pouvoir aller explorer, notamment avec la boussole de départ. Donc le but est vraiment d'aller explorer pour utiliser au mieux son 3e ouvrier. Sinon, dans le pire des cas, on peut poser l'ouvrier gris ici pour récupérer le bonus d'un assistant, le bonus argenté d'un assistant sans dépenser de déplacement. Donc là, clairement, quand on est à 3 ou 4, souvent au premier tour, c'est un peu indispensable. Après, c'est vraiment une action pas du tout optimale, mais vraiment le but, c'est si on n'arrive pas à explorer tour 1, il faut aller explorer tour 2. C'est absolument indispensable avec lui, parce que les 3 ouvriers sur des tentes, systématiquement, ça va pas le faire, d'un parce que les emplacements sont pris, et de deux parce qu'on a envie d'avoir un meilleur ratio de ressources gagnées, surtout qu'il a des cartes assez simples pour se déplacer, par exemple celle-là avec l'avion, qui permet d'aller explorer du niveau 1 sans aucun souci, quoi. Donc pour aider à ça, évidemment dans les cartes, ce qu'on va avoir tendance à privilégier, donc on a le fameux aéroplane. Hop, on va la refaire. Donc là, dans les cartes, ce qui va être intéressant, il y a l'aéroplane. Bon, ça c'est un classique, hein, c'est une carte top tier du jeu de base. Voilà, elle permet d'explorer avec un avion et 2 boussoles en moins. Donc juste avec cette carte, on a besoin d'une boussole pour explorer du niveau 1 ou de 4 boussoles pour explorer un niveau 2. C'est cadeau, c'est 3 points de victoire aussi. Donc voilà, elle va être assez dure à choper celle-là parce qu'évidemment elle est assez compétitive. Il faut 4 pièces en plus, donc elle est très chère. Mais il y a un type d'objet qui est assez important avec le capitaine, c'est ce genre de cartes qui permettent de se déplacer et de piocher une carte. C'est assez indispensable parce que ça permet d'aller piocher de la carte qui soit va avoir un effet intéressant, soit permettre de re-explorer derrière. Avec le capitaine, comme on a 3 ouvriers, qu'on doit dépenser une carte à chaque fois qu'on l'envoie quelque part, on a besoin de cartes en fait, donc c'est très important. Donc voilà, ce genre de carte. Et il y a une carte, ils ont sorti une carte dans l'extension, qui est pour le capitaine. Alors on va faire le point dessus. Qui permet de gagner une pièce et une boussole par ouvrier déjà placé sur le plateau. Ça tombe bien, il en a 3, donc en gros c'est une pièce et 3 boussoles. Ça tombe bien aussi parce que il a besoin de boussoles pour aller explorer, comme je l'ai dit, et pour aller faire des points sur les gardiens. Donc voilà, ça c'est vraiment la carte qui est faite pour lui absolument, quoi. Donc en général, l'avantage c'est qu'elle va être assez simple à choper parce que les autres joueurs vont être moins intéressés par cette carte, hein. Clairement, une pièce 3 boussoles, c'est très fort. Et niveau assistant, donc pareil, hein, vous avez bien suivi le principe, hein, il faut aller voyager, hein, donc il faut des assistants dans ce style. Voilà, donc là, lui, elle est versatile, parce qu'elle permet de la boussole ou du déplacement, mais voilà, en fonction de ce qui se passe. Il y a un assistant qui est bien aussi, donc c'est un assistant qu'ils ont nerfé, c'est celui qui faisait 2 pièces à la base, qui était vraiment le meilleur assistant du jeu de base. Là, il a une pièce, une botte, mais sauf que pour le capitaine, c'est parfait parce que, encore une fois, il a besoin de déplacement. Donc la botte, souvent, elle va être intéressante pour poser son 3e ouvrier parce que tu ne peux pas faire que explorer non plus. Donc voilà, sur les premiers tours, ça va quand même être assez intéressant. Alors, sur les pistes de recherche, le capitaine, laquelle il va préférer? Donc on ne parle que des pistes de recherche de l'extension, bien sûr. Donc sur celle-ci, en bas, comme vous voyez, ça demande des boussoles. Donc ça fait qu'en général, celle-là, elle est pas mal, mais ça veut dire qu'il n'y a pas d'explos niveau 1. Donc ça va vraiment dépendre du nombre de joueurs. Là, pour le coup, sa puissance. À 2 joueurs, c'est clairement très fort. À 4, ça va être plus compliqué parce qu'on va avoir besoin souvent des boussoles pour aller explorer. Ou alors, on fait le parti pris d'envoyer son ouvrier argenté qui copie un effet d'un assistant. Donc ça peut marcher aussi. Mais l'autre piste est encore plus chiante pour lui, parce que l'autre piste, elle demande des pas. Et comme non seulement il a une peur de plus dans son deck, et qu'en plus il a besoin de ses cartes pour aller explorer, clairement celle-ci, elle va être plus compliquée pour lui. C'est un perso qui va préférer l'autre piste de recherche pour vite aller choper son assistant tour 1. Donc effectivement, là les strats sont connus, hein. Tour 1, il faut monter sa boussole d'un cran et son livre d'un cran, donc il faut se débrouiller pour ça, pour choper le premier assistant. Et tour 2, aller monter les 2 autres crans, boussole et livre, d'un 2e cran pour choper le 2e assistant. Ça, c'est vraiment les moves indispensables sur le jeu, tour 1 et tour 2.
Donc voilà, c'est pour ça qu'on regarde un peu là où est le meilleur ratio possible. Donc voilà, clairement, sur cette piste, il va être plus intéressant à jouer parce que bah, les déplacements, on en a besoin pour aller chercher les ressources avec ce personnage, quoi. Donc voilà. Et petite carte aussi que j'ai oubliée, qui était très sympa pour lui aussi. La montgolfière, si on la chope tour 1, c'est parfait, parce que tour 2, on a une explo gratuite. En conclusion, sur le capitaine, comme vous l'avez compris, c'est un personnage très stable, parce que son troisième ouvrier va lui permettre d'aller chercher des ressources. Mais clairement, ses débuts de partie vont dépendre du nombre de joueurs. Et moi, c'est un personnage que j'ai tendance à privilégier. Moins il y a de joueurs, plus il va être fort. À 2 joueurs, il est très fort. À 3 aussi. À 4, c'est vraiment plus compliqué. Il a des options pour s'en sortir. C'est pour ça aussi qu'ils ont mis cet emplacement spécial. Mais de toute façon, à 4, tous les emplacements sont hyper contestés, hein, on va pas se le cacher. Mais du coup, lui a un peu plus de mal pour ça. Mais voilà, ça reste un personnage fort. Moi, je le mettrais en rang B+, on va dire. Il est fiable, il est consistant. Voilà. Après, aller taper du très très gros score avec lui, moi j'ai un peu du mal. Je fais des scores assez consistants avec lui, entre 90 et 100 points, on va dire. Mais aller chercher au-delà, je trouve ça assez compliqué parce que bah, son pouvoir est pas si explosif que ça non plus et ça nécessite vraiment de beaucoup explorer. Ensuite, on passe à la fauconnière. Donc voilà, on va spoiler directement. Pour moi, c'est le perso le plus consistant, fiable et donc fort du jeu. On va essayer d'un peu d'expliquer pourquoi. Donc déjà, dans ses cartes de son set de base, donc oui, peut-être son pouvoir à expliquer, tous les tours, elle a un faucon qui augmente là. Et quand il arrive là et là, on peut copier un niveau 1 ou un niveau 2 et on redescend un lieu de niveau 1 ou de niveau 2 et on redescend le curseur. C'est très fort, surtout qu'elle a des moyens de le monter différemment. Donc déjà au début de chaque tour, il monte. Bah, elle a une carte dans son set de base, voilà, qui permet de monter le faucon. Donc évidemment, à 95% du temps, on va utiliser l'effet du bas plutôt que l'effet du haut. Clairement, monter le faucon, c'est beaucoup plus fort que prendre une boussole. Ensuite, elle peut monter le faucon, comme c'est marqué ici, en retournant un gardien, sans utiliser son petit pouvoir. On le retourne et on augmente le faucon. Donc évidemment, elle va vouloir aller battre des gardiens et elle a des cartes pour ça. Donc elle a cette carte qui lui permet, quand elle a joué pour prendre la boussole, quand elle explore pendant ce tour-ci, elle prend 2 gardiens, elle en choisit un des 2. Donc elle va essayer de prendre un gardien qui a les ressources qui lui conviennent mieux à ce moment-là. Et elle a une carte qui est ici très forte, je trouve. Quand elle a battu 3 gardiens, elle gagne une pièce et elle peut monter le faucon. Donc là, ça veut dire qu'évidemment, on a envie d'avoir 3 gardiens très tôt. Donc voilà, c'est un personnage qui veut aller explorer très vite, de manière très explosive et battre du gardien. On voit aussi qu'elle a ici, sur ses petites tuiles idoles en bonus, pour moi un des bonus pareil, asymétriques les plus forts du jeu, qui est monter le gardien et gagner une boussole. Donc voilà, moi j'ai tendance vraiment à utiliser les idoles pour ça en début de partie, pour être très explosif et aller copier du niveau 1 ou du niveau 2 en lieu. Donc quand on joue contre la fauconnière, en général, on va avoir tendance à lui laisser l'exploration des niveaux 2, parce qu'on n'a pas très envie qu'elle la copie. Donc on va la forcer un peu à elle-même à aller explorer niveau 2, parce qu'elle a vraiment un intérêt à ça. Après, copier un lieu de niveau 1, c'est très fort aussi, mais c'est vrai qu'on a que copier du lieu niveau 2, c'est ultra fort. Donc voilà, bah, on a besoin de quoi avec elle? On a besoin d'explorer vite pour aller péter du gardien et pouvoir avoir la possibilité de copier les lieux. Donc bah, montgolfière, hein, c'est... Comme avec le capitaine et plus encore, c'est ultra fort. L'aéroplane aussi, évidemment. Bon, voilà, ça fait le café, on connaît. Après, elle a des trucs assez intéressants. Elle veut aller péter du monstre. Donc c'est vrai que tout ce qui permet de le faire, le piège à ours, c'est fort. Tous les artefacts qui vont permettre de le faire aussi, on en a besoin. Ça permet d'économiser ses ressources. Donc en gros, on l'achète. On sait qu'au tour d'après, on la pioche. Et donc on prévoit une exploration pour le tour d'après. Les cartes très fortes aussi, c'est avec le nouveau symbole qui permet de détaper les monstres, de les retourner. Donc pour les utiliser à nouveau pour augmenter son faucon. Donc ouais, vous avez compris la dynamique de ce perso, hein. Il faut monter le faucon en permanence pour aller copier du lieu de niveau 2 ou 1, clairement. Il y a le pouvoir ici de gagner une tablette et un avion
qui peut situationnellement être intéressant. Mais voilà, principalement, on va vouloir monter du niveau 1 ou du niveau 2. Pareil que pour le capitaine, niveau assistant, je dirais que c'est assez similaire. Elle a besoin d'explorer. Donc, elle veut ce genre de tuiles, hein, clairement. Elle veut de l'exploration, elle veut du déplacement. Ça, c'est moins fort. Alors, sur les pistes recherche, et c'est là où tu vois qu'elle est très versatile, c'est qu'en fait, elle n'a pas vraiment de préférence. Elle va être assez forte sur les deux, parce que de toute façon, son pouvoir lui permet d'aller copier des lieux qui permettent de gagner des ressources. Donc, en fait, elle va s'adapter. Elle va activer les lieux qui vont l'intéresser à l'instant T, tout simplement. Donc, c'est là aussi où on voit qu'elle est forte parce elle permet de s'adapter de manière très facile. Donc voilà, quelle que soit cette piste-là ou cette piste ici, l'objectif est d'aller choper premier assistant tour 1, deuxième assistant tour 2, comme d'hab. Il n'y a pas vraiment de préférence, il faut s'adapter un peu en fonction des autres ressources qui ont été prises. Elle a besoin d'explorer, donc voilà, dépenser des pas pour la piste de recherche, ça c'est pas forcément un problème si elle arrive à explorer tour 1. Donc voilà, pour le coup, pas vraiment de commentaires sur la piste recherche. Les deux vont être très fortes avec elle. Du coup, vous l'aurez compris en conclusion, la fauconnière, moi je pense, pour moi, c'est le meilleur personnage du jeu. Non pas que ce soit forcément le plus fort tout le temps, mais en tout cas, c'est le plus constant et le plus stable. En fait, quelle que soit la configuration de la table, il va être fort en fait, quel que soit le nombre de joueurs, la config de la table, c'est vraiment un peu le personnage safe pour moi. Donc voilà, moi j'aime beaucoup, c'est mon deuxième personnage préféré. Donc voilà, mon record à 3 joueurs, j'ai fait 107 points dessus, avec 5 monstres battus je crois. Donc vraiment, rappelez-vous, hein, l'idée c'est vraiment d'aller explorer, péter du monstre, monter le faucon, copier des ressources de lieu, monter la piste de recherche et voilà. Et maintenant, on va passer à la baronne. Donc la baronne, en fait, je l'ai fait un peu dans l'ordre de difficulté supposée qu'ils mettent dans le livre de règles. Donc la baronne est en 3. Donc la baronne, sa capacité intéressante, c'est qu'elle a cette fameuse carte qui lui permet, donc elle doit la jouer. Elle la joue, enfin elle doit la jouer. Elle la joue, elle achète un objet et cet objet va direct dans sa main. Donc c'est grâce à la livraison spéciale, grâce à cette carte. En gros, on échange cette carte contre un objet qu'on doit acheter, bien sûr, hein, qu'on met directement dans sa main. Et cette carte, en fait, elle revient tous les tours dans ta main. Donc c'est à la fois un avantage et un inconvénient, parce qu'en fait, si on réfléchit bien, on pioche que 4 nouvelles cartes par tour, parce que cette carte est toujours dans notre main. Et effectivement, plus la partie avance, moins l'offre en objet est intéressante. Donc il faut vraiment avoir un départ assez explosif avec elle. Et après, il y a un petit avion sur la livraison spéciale dont on se sert souvent en fin de partie quand on n'a plus besoin d'acheter des objets dans sa main. Ensuite, elle a un autre moyen d'utiliser son argent quand la partie avance, souvent en mid-game et late-game, c'est de dépenser 2 pièces contre un joyau. Donc ça, c'est quand même assez fort hein, comme capacité. Et c'est un bon moyen pour mitiger le fait que son argent, elle en a moins besoin à la fin. Ici, on a un pouvoir aussi assez fort, je trouve. C'est que quand on a 3 objets joués, on peut détaper un assistant. Et donc en général, 3 objets, c'est plutôt en mid-late game. Donc ça sera des assistants dorés. Donc pouvoir réutiliser les effets d'un assistant doré, ça va être souvent très fort. Et ça permet un peu de renouveler le marché, c'est sympathique, mais bon voilà, il faut avoir un peu de chance dessus. Et son petit truc, c'est que tous les rounds, elle va gagner une pièce, comme marqué ici. Donc là, son pouvoir asymétrique sur les emplacements bleus, c'est une pièce, c'est piocher une carte. C'est sympa, c'est pas incroyable, c'est assez situationnel de l'utiliser pour ça, il faut vraiment être sûr de la carte qu'on pioche. Parce que si c'est pour piocher une peur, ça sert à rien, hein, clairement. Mais voilà, ça peut être sympathique. Du coup, la baronne, avantage et inconvénient, c'est qu'elle dépend vachement de la rivière de départ en objet. Parce qu'il lui faut des objets très explosifs très tôt pour pouvoir prendre un avantage. Parce que plus la partie avance, moins son avantage, moins elle va pouvoir capitaliser sur son pouvoir en fait. Par contre, en début de partie, c'est ultra fort. Et donc, du coup, pour elle, le marché est particulièrement critique. Donc, ce qu'on vise un peu comme type de carte, c'est ce genre de carte. Donc, la lanterne, clairement, si vous voyez ça dans le marché, la baronne peut être vraiment très viable d'avoir ça directement dans sa main et de pouvoir la rejouer régulièrement. C'est ultra fort. Donc là, le but avec la baronne, c'est pas vraiment de se gaver d'objets, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est plutôt choper très tôt des objets très forts
et qui tournent régulièrement et pouvoir les piocher régulièrement pour pouvoir les rentabiliser au max. Donc lanterne, top tier totalement. Le chien, on aime beaucoup aussi, hein. Tout ce qui permet en fait de copier des lieux pour gagner des ressources, c'est très fort. On a le chat, qui est très fort en début de partie et moins fort plus tard, qui est un peu l'inverse du chien en fait. Donc voilà. Mais chien et chat, main de départ, ça peut faire des trucs très très sales, hein, clairement. Choper chien et chat au tour 1, ça peut être très fort. Et on a la fameuse jumelle aussi. Voilà, c'est cadeau, c'est top tier pour tout le monde, mais pour elle particulièrement. Donc voilà, en fait on a besoin d'objets qui permettent de faire massivement des ressources. Donc après, il y a d'autres objets qui peuvent rester forts, hein, comme l'objet qui fait double tablette, dépenser une boussole contre un joyau, ou une boussole contre une tablette et une flèche. Mais bon, on va plutôt privilégier ce genre d'objet parce on a de l'argent au départ, on a des cartes qui font de l'argent, et on a besoin de choper des cartes qui copient des lieux. Alors sur la piste de recherche, la baronne n'a pas vraiment de préférence. Pour le coup, elle sait assez bien s'adapter aux deux pistes de recherche. Dépenser de la botte, c'est pas forcément trop problématique pour elle en début de partie. Euh, l'autre piste, voilà. C'est vrai que les boussoles vont peut-être être un peu plus problématiques pour elle parce qu'elle a pas trop de cartes dans la main de départ qui lui permettent de choper des boussoles, elle en a qu'une. Donc peut-être que celui-ci va être un peu plus compliqué niveau départ si elle chope pas vite les boussoles. Le souci, c'est que elle a un peu moins besoin d'aller explorer tôt que les autres persos. Après, il y a des départs avec la baronne aussi où on peut très bien attraper un aéroplane, hein, et puis la mettre dans sa main de départ et aller explorer et puis l'utiliser très régulièrement en n'achetant pas beaucoup d'autres cartes, hein. Clairement, ça peut être une stratégie très viable aussi. Donc voilà, voilà, elle peut être versatile, mais vraiment, le truc, c'est qu'il faut de la carte top tier dans la rivière de départ. Sinon, elle a un départ mou et c'est très compliqué d'aller chercher des gros scores, hein. Elle va réussir à faire des choses, mais aller choper les très gros scores, ça va être compliqué. Donc voilà, pour finir sur la conclusion de la baronne, ne pas vraiment la prendre que si on voit qu'on a une rivière de départ qui peut être très forte. Pas acheter trop de cartes du coup. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le but n'est pas d'acheter 1 milliard de cartes, le but est d'acheter les bonnes cartes sur les 2 premiers tours qu'on met dans sa main de départ et qui vont nous permettre d'avoir un boost explosif sur les ressources. Sachant qu'on la met direct dans sa main de départ, ça peut être vraiment très fort sur des cartes top tier. Et puis en late game, elle a quand même des cartes très intéressantes, hein, pour le coup. Donc là, moi, niveau points, jamais réussi à dépasser les 100 avec elle. Mais j'ai un pote qui a fait un petit 105 avec elle récemment, en achetant chat et chien tout rang. Ça a été vraiment très fort. Elle a acheté que ça de la partie et elle les a fait tourner. Donc avoir de la pioche avec elle aussi, c'est pour ça que son petit boost asymétrique c'est de la pioche, parce que si on sait qu'on va aller attraper une carte à ressources, clairement ça devient très fort. Donc voilà. La baronne, pas si simple que ça à jouer, et puis surtout des fois un peu contre-intuitif sur le fait qu'on a l'impression qu'il faut acheter beaucoup d'objets, mais en fait non. Vaut mieux acheter les bons objets et les faire tourner, plutôt que de gaver sa main d'objets un peu inutiles. Alors, on passe au professeur. Notre bon vieil ami le professeur. Donc le professeur c'est un peu le pendant de la baronne mais version artefact. Donc voilà, niveau set de cartes, qu'est-ce qu'il a? Donc déjà j'ai fait une petite config sympa parce que sur son setup initial, il va piocher 3 cartes artefacts au hasard. Et ça va être un peu sa mallette et il n'y a que lui qui y a accès en fait. Donc ça permet évidemment, parce qu'en début de partie, il n'y a qu'un seul artefact de dispo. Pour un perso qui joue là-dessus, il fallait bien lui mettre une compensation avec. Donc on va y revenir après, mais clairement, ce personnage a une part de hasard dans le sens où tu as besoin de piocher de l'artefact, au moins un artefact top tier dans ta mallette de départ, sinon ça va clairement être compliqué vu qu'il joue beaucoup là-dessus. Voilà. Ça veut pas dire qu'il va être injouable, mais ça veut dire que tu sais dès le début que faire péter les high scores, ça va être plus compliqué. Donc ces cartes sont un peu atypiques. Il a une carte qui fait une boussole ou un upgrade. Bon, ça peut être intéressant, début de partie, l'upgrade notamment, pour upgrader une flèche en joyau par exemple, ça peut vraiment aider. Il a cette carte qui permet d'échanger un artefact de sa mallette avec un artefact de la rangée. Bon, là pareil, hein, il faut quand même qu'il y ait des bons artefacts dans la rangée.
Euh, Ici, c'est un peu sa carte un peu spéciale. Plus il y a d'artefacts posés, plus ça va permettre de gagner des boussoles et des tablettes sur la mallette. Alors il faut savoir que les ressources sur la mallette ne servent du coup qu'aux artefacts. Soit à les payer, soit à les jouer. Et puis après, il a juste une pièce simple. Et en pouvoir asymétrique sur les idoles. Pareil, assez bizarre, je sais pas trop comment le juger. Celui-là, il est sympa parce qu'il fait plein de choses. Il donne une pièce, un upgrade et une boussole sur la mallette. Donc clairement, ça peut être intéressant, mais c'est pas non plus, tu te dis pas, ouais, je prends ça systématiquement, quoi. Donc là, j'ai fait un petit setup sympa hein, pour montrer qu'est-ce qui est un peu idéal quand même. C'est que si on a ce genre de carte, début de partie dans sa mallette, on est plutôt pas mal. Ça permet de faire de la recherche avec une flèche ou deux tablettes en moins. Bah, ça va bien correspondre au départ des pistes de recherche. Pour 2 boussoles en plus, c'est pas très cher. Sachant que à chaque tour, il va gagner des boussoles et des tablettes dans sa mallette. Donc ça va lui permettre d'acheter plus d'artefacts. Ça va être très sympa. Évidemment, en début de partie, bah, tu poses un ouvrier et tu doubles les ressources que tu gagnes dessus. Hein. Donc très fort. Surtout en début de partie. Puis l'ocarina qui est sur le jeu de base un objet top tier qui permet d'utiliser ses ouvriers, qui permet de récupérer un ouvrier hein, et que tous les déplacements comptent comme des avions. Donc ça serait plutôt pour du mid-game du coup. Donc voilà. Professeur, bah, pas énormément de trucs à en dire aussi au niveau des objets. C'est que du coup derrière, sur les objets, bah, on va vouloir quoi? On va vouloir ce genre de choses. Ça c'est très bien. Parce que ça permet à la fois de renouveler le marché et de payer des objets et surtout des artefacts pour -2. Donc très fort. On a ce genre de choses aussi. Ce genre de mignonnerie. On achète des artefacts pour 3 de moins. C'est juste totalement ultime pour lui. Hein. Ça c'est... Si on le voit dans la rivière, il faut absolument le cibler. On a ça, qui peut être très sympa, qui peut permettre d'avoir n'importe quel artefact gratos. On exile la carte et on chope un artefact gratos. Vraiment très sympa, surtout si on la chope tour 1 et qu'on a un artefact dans sa mallette à 4, typiquement l'ocarina, hein, ça peut être très très fort avec ça. Et puis, c'est vrai qu'avoir les doubles boussoles, ça peut être intéressant aussi, surtout en mid-game pour alimenter sa mallette, parce qu'il faut savoir qu'une fois que la mallette est vide, là, ici, une fois que cette mallette est vide, on la renouvelle une deuxième fois, on gagne une boussole sur sa mallette, là, et on la renouvelle une deuxième fois. Donc c'est vraiment, c'est un objectif à faire en mid-game, hein, clairement. Et niveau assistant, on va pas être très original, hein, mais voilà, hein, il faut de la boussole. Donc voilà, cet assistant, il fait le café avec lui, clairement. Piste de recherche, notre bon vieux professeur, il est assez versatile, mais c'est vrai qu'il va peut-être préférer cette piste-là, parce qu'il a des moyens de faire des boussoles assez facilement, et si on n'a pas forcément les artefacts tourins à jouer, ça permet d'utiliser ces boussoles pour ça. Il va pas forcément chercher à explorer massivement, ça va plutôt être quelque chose d'assez secondaire avec ce personnage. Déjà, faire 3 gardiens, c'est bien avec lui. Si on arrive à en faire 4, c'est mieux, mais c'est vraiment compliqué quand même, parce qu'on utilise beaucoup ces boussoles pour ces artefacts. Et du coup, comme on achète pas mal d'artefacts, on les voit pas non plus revenir tout le temps, quoi. On a un paquet potentiellement assez gros, donc on va faire des points sur les cartes en fin de partie. Mais voilà, quoi. Alors, en conclusion, notre bon vieux professeur, moi, c'est un perso que je trouve très agréable à jouer, un peu comme la baronne. Mais il est encore un peu moins stable que la baronne. La baronne, je la mettrai en rang A-, on va dire. Et le professeur, ça sera plus du B. Parce que il dépend tellement de son tirage d'artefact de départ et de l'artefact de la rangée que ça peut être compliqué. Après, il peut très bien se débrouiller sans les artefacts en début de partie parce que clairement, ces boussoles et ces tablettes, elles arrivent après. Donc il est aussi fait pour plutôt avoir des artefacts en mid-game et donc se concentrer par exemple sur l'exploration avant ça. Ça peut très très bien se jouer comme ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'à un moment, il va quand même falloir qu'il y ait des bons artefacts qui apparaissent dans la rangée, parce que sinon, en mid-game, ça va être assez compliqué, quoi. Donc voilà, moi c'est un perso que je trouve très agréable à jouer, mais j'arrive pas à dépasser les 100 points avec. Le max que j'ai fait c'est 95, et il me paraît très compliqué à dépasser les 100 pour le coup. On passe à notre amie Dora l'exploratrice.
Alors officiellement, c'est censé être le mystique, le perso le plus dur du jeu à jouer. Moi je trouve que c'est elle, et de loin. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est assez dur de savoir comment bien la jouer. En fait, elle a qu'un seul ouvrier, qu'un seul meeple, et elle a des petits tokens comme ça pour les déplacer derrière. Ils appellent ça des encas, c'est un peu bizarre. Et en fait, ces encas, on les pose à l'endroit qu'on laisse pour aller à un autre endroit. Donc au début, on démarre avec deux encas. Donc en fait, elle a deux déplacements plus son ouvrier de base. Donc en fait, elle a l'équivalent de trois ouvriers. Et après, elle a l'équivalent du quatrième. Le petit souci, c'est que le premier encas est gratuit. Pour utiliser le deuxième, il faut une pièce. Et pour utiliser le dernier, il faudra une boussole, qu'on gagne au round 3, je crois. Et en fait, mine de rien, le fait de devoir les payer, c'est assez cher, ces encas-là. Et donc, de manière assez simple, hein, clairement, il lui faut du déplacement. Alors après, elle a une petite subtilité. Elle a deux cartes qui lui permettent d'utiliser ses encas sans se déplacer. Donc ça, en début de partie, c'est assez important. Ça permet de copier une tente. C'est assez fort. Quand on a besoin d'une ressource qui a déjà été prise, notamment à 4 joueurs, c'est très très fort. C'est un personnage qui est plutôt fort avec beaucoup de joueurs. 4 joueurs, c'est un personnage qui est vraiment plus fort à 4 joueurs. Et ça permet de copier une tablette et un effet d'idole. Et ça, c'est vraiment intéressant. Ça lui permet, quand elle explore, de prendre deux lieux d'exploration, d'en choisir un des deux. Donc de choisir un peu ses ressources. Ça, je trouve ça vraiment fort, vraiment très cool. Mais il faut que ça tombe au bon moment. C'est ça le problème, c'est qu'il faut avoir cette carte au moment où tu as de ce qu'il faut pour explorer. Donc bon, idéalement, tu as envie d'aller explorer très régulièrement avec elle. Le souci, c'est que quand elle laisse en fait, son meeple se déplace, donc elle ne bloque jamais les cases, en fait. C'est un peu moi je trouve son souci principal, et c'est pour ça qu'elle est beaucoup plus forte à 4, parce qu'à 4, les places sont beaucoup plus compétitives, et il y a des meeples partout, donc laisser des places, c'est beaucoup moins grave, mais à 2 joueurs, même à 3, je trouve ça vraiment problématique, la manière dont tu laisses des places et des espaces. Je trouve que son pouvoir est pas assez fort pour compenser ça. Et en plus de ça, donc du coup, elle a besoin forcément de beaucoup de déplacements, en plus des ressources des encas. Donc évidemment, on va privilégier les cartes qui vont dans ce sens. Et d'ailleurs, son effet asymétrique permet de gagner une boussole, une pièce et un pas. Ça, en vrai, c'est plutôt pas mal, surtout en début de partie. En début de partie, c'est vraiment très bien. Plus la partie avance, moins c'est bien. Mais donc, du coup, explorer tout rang et pour avoir une idole qui permet de jouer ça, ça peut vraiment débloquer des situations. Et évidemment, hein, il lui faut les cartes pour voyager. C'est absolument indispensable avec elle. Les petites montgolfières fait toujours le taf pour explorer tour 2. L'aéroplane, évidemment, si on chope l'aéroplane, il faut clairement acheter très peu d'autres cartes à côté, parce qu'il le faut le plus souvent possible pour explorer le plus souvent possible. Et puis du coup, elle va avoir besoin de boussole aussi pour explorer très souvent. Donc là, pareil, on va avoir besoin aussi d'assistants qui voyagent principalement. Ça va être un peu notre cible, hein, on les connaît. Mais il peut y avoir des choses intéressantes aussi, parce que comme des fois, on n'a pas besoin de se déplacer pour mettre les jetons en cas ici et gagner d'autres bonus, on peut avoir des effets intéressants sur ce genre de choses. Donc un pas contre gagner des ressources. Ça peut être assez intéressant avec elle, pour le coup. Alors qu'avec d'autres persos, c'est carrément cher. Donc c'est pour ça, elle est un peu hybride. Elle est assez bizarre en termes de feeling à jouer. Quand on lit les règles, on se dit, oula, ça va être très fort. Et quand on la joue, pas tant que ça, en fait. Alors sur la piste recherche, ça va clairement préférer celle-ci. Pour la simple et bonne raison qu'effectivement, comme j'ai dit, on peut utiliser les encas directement sur ce genre de carte sans utiliser les pas, en fait. Donc du coup, ça nous permet d'utiliser les pas pour monter sur la piste de recherche et pas gaspiller nos encas. Donc voilà, elle n'a pas forcément besoin de se déplacer. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand elle se déplace d'un endroit qu'elle a exploré avec un monstre, elle se déplace et quitte l'endroit, donc elle gagnera pas la peur à la fin du tour. En début de partie, c'est très utile. Par contre, on laisse le monstre aux autres, on laisse le gardien aux autres. Et ça, j'ai un petit problème avec ça parce qu'on prend pas les 5 points, on laisse les 5 points à quelqu'un d'autre. Ok, ça coûte des ressources, mais bon, les gardiens, en termes de coûts, ressources, points gagnés, ils sont quand même vraiment rentables. Donc, pareil, là aussi, je trouve ça très compliqué à jouer de donner des. On donne des espaces aux gens et on donne des gardiens et des points de victoire. Je trouve ça un peu bizarre à jouer là aussi. Donc, l'autre face, voilà, un peu moins intéressante. Mais bon, l'avantage, c'est que
grâce à cette carte et celle-ci, on a quand même de la versatilité, c'est-à-dire qu'on peut prendre un peu les ressources qu'on veut en début de partie, même si les emplacements sont pris. Et donc ça, c'est quand même assez utile pour monter la recherche en début de partie. C'est un personnage qui a pas trop de problèmes en début de partie, c'est plus en mid-game qu'elle va commencer, je trouve, un peu plus à s'essouffler. Donc voilà, notre amie Dora l'exploratrice, je sais pas trop quoi dire de plus. Moi, j'ai jamais dépassé les 90 avec ce personnage. Je crois que j'ai fait 88 au max. Donc c'est clairement le personnage avec lequel je performe le moins. Il y a des gens qui font des scores absolument horribles avec, parce qu'ils n'arrivent pas à la jouer. Voilà, moi non plus, hein, j'arrive pas vraiment à la jouer, on va pas se le cacher, mais j'ai plus l'impression que c'est quand même le personnage le plus faible. Moi je dirais que c'est un rang C. Donc, bah, clairement, il est jouable, hein. On va pas dire que parce que tu prends ce perso, t'as perdu. Mais moi, je le trouve vraiment dur à jouer. C'est pas mon style de jeu. Par contre, à 4 pour le coup, je l'ai jamais joué à 4 mais je pense vraiment que la config où il est le meilleur, c'est à 4. Où elle est le meilleur, c'est à 4. Parce que grâce à ce genre de choses qui lui permettent de prendre des ressources, même si les places sont prises, et en plus de laisser des espaces à 4, c'est beaucoup moins grave qu'à 2 et à 3. Donc voilà, notre ami, on la met en rang C. Et puis ouais, je suis curieux de savoir si vous arrivez à dépasser les 100 points avec contre des bons joueurs. Je serais assez curieux là-dessus. Et on finit par notre cher ami le mystique, le sixième personnage, donc supposément le plus dur. Alors étonnamment, moi je trouve que le perso est pas si compliqué que ça à jouer. Après peut-être qu'il colle plus à mon playstyle aussi. Mais je le trouve vraiment très intéressant, on va pas se le cacher, hein, c'est mon personnage préféré. Je considère que c'est un peu le deuxième perso le plus fort du jeu. On va un peu essayer d'expliquer pourquoi. Alors, dans son set de cartes, il n'y a pas grand-chose de remarquable, il y a de quoi exiler des peurs, notamment, enfin de quoi exiler des cartes, donc des peurs hein, la plupart du temps. Notamment, il y a un peu de pioche, et puis il y a un effet en bas que je vais expliquer, en fait, son pouvoir spécial, c'est que, en fait, quand il exile des peurs, il les met dans une pioche ici. Et quand on effectue un rituel, donc c'est une action spéciale qui demande soit d'utiliser une idole en bleu, soit de tracher une de ses cartes de base, qui permet d'exiler des peurs, donc pour gagner soit un artefact à moins 3 boussoles, soit de péter un monstre avec 4 peurs. Le premier effet, j'en parle même pas tellement qu'il est pas intéressant. Donc voilà, donc en fait, on voit très bien, déjà, on peut épurer son deck assez facilement avec le mystique, si on prend des bonnes cartes, on peut vite virer des cartes de son deck de base. Les peurs, bah, on a plein de moyens de les exiler, donc on a toujours un deck assez contrôlé. Et puis surtout, le fait qu'on puisse utiliser ces peurs pour péter un monstre ou gagner un artefact, ça permet vraiment d'avoir des effets super versatiles et s'adapter aux situations. En plus, on a plus d'emplacements idoles. On en a 5 au lieu de 4 en temps normal, dont 3 emplacements bleus, parce que bah, les emplacements bleus sont assez critiques pour exiler, lancer un rituel, moi je trouve. J'utilise beaucoup ça pour lancer les rituels. Donc voilà, notre ami le mystique, il a quand même beaucoup d'avantages. Il a aussi un autre avantage qui peut être vu comme un inconvénient, c'est qu'il pioche 5 cartes en début de son tour, comme tout le monde, et il rajoute une peur à sa main. Et en fait, bah, cette peur, elle peut être assez cool pour avoir des effets de défausse de cartes, pour récupérer un rubis, pour aller sur un emplacement de tente en début de partie. Ça peut vraiment donner un bon boost, surtout avec une certaine piste de recherche. Mais ça, on va y venir après. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur le mystique? Bah, du coup, il va avoir besoin d'exiler ses peurs et même il va avoir besoin d'en gagner parce qu'en vrai la peur qu'on gagne à chaque tour ça va pas être assez parce que ça on a besoin de le lancer 3 4 fois facile, donc il va falloir avoir environ 12 peurs dans la partie. Donc il y a des emplacements idoles 2 qui permettent de gagner des peurs, mais il va falloir en gagner autrement. On a pas mal de solutions dans le jeu. Donc bah, on a ce genre de petites idoles, hein, clairement gagner une flèche et une peur, on kiffe, hein, la flèche. Donc ce qu'il faut savoir dans le jeu, c'est qu'à chaque fois que tu gagnes une peur avec quelque chose, c'est parce que ce que tu gagnes est très fort, donc on te met un petit malus avec. C'est pareil avec les lieux de découverte qui ont des peurs. Pareil qu'on va chercher à cibler parce qu'ils ont plus de ressources et qu'ils font gagner des peurs. Et nous, on a besoin de peurs pour les exiler, pour faire ces petits rituels. Donc bah, évidemment, on va cibler aussi, en faisant les rituels, les artefacts qui font gagner des peurs, hein. Ça va permettre d'auto-alimenter la mécanique du mystique. Ce genre de carte, on connaît. Ça, c'est vraiment très très fort, hein. Donc c'est quasi gratuit pour lui en plus, hein, parce que quand on fait un rituel, on paie moins 3 boussoles pour gagner un artefact. Donc c'est assez cadeau.
Donc en fait, ces peurs qui vont être plus ou moins un avantage pour lui vont permettre de gagner encore plus de ressources et de s'en servir pour gagner d'autres choses. Donc c'est vraiment tout bénef. On a aussi niveau assistant, on a des options comme ceci. Parce que bah on gagne un pas en plus partout, hein, donc on va le jouer pour activer ce genre d'assistant. C'est vraiment très très fort avec le mystique. Sa fameuse 6ème carte qu'on utilise pour activer ce genre de choses. Bon bah celui qui permet d'exiler, hein, évidemment. Il va faire le café aussi, hein, on est d'accord. Voilà. Et après on a ce genre de petite joyeuseté que moi je trouve assez sympa. Parce que le côté doré permet de gagner un diamant et une peur. Et comme on l'a dit, bah, en late game, choper de la peur en plus, c'est quand même assez cool avec ce perso. Ensuite, niveau carte, qu'est-ce qu'on a de très bien? Trousse de secours, moi je trouve c'est un objet vraiment fabuleux pour le mystique. En gros, on regarde les 4 premières cartes, et soit on en garde une, soit on en exile 2. Bah en général, on va vouloir remplir son deck de peur et en exiler 2 d'un coup pour lancer ses rituels. C'est vraiment très très fort. On a ce genre de choses, genre le grappin, qui permet bah, de défausser de la carte pour piocher et exiler. Ça permet de cycler son deck, d'aller chercher les peurs. Pareil, tout ce qui est fait de défausse, c'est beaucoup moins problématique pour le mystique grâce à sa 6ème carte. Donc ce genre de choses, ça devient très fort. Et puis, bah évidemment, hein, avoir quelques cartes pour exiler, c'est toujours intéressant. Alors, ce qu'il faut savoir, ce qui est très important, c'est qu'en fait, il faut pas trop exiler par rapport aux peurs qu'on gagne. Souvent, en fait, on va avoir un problème contradictoire qui est qu'on a beaucoup de moyens d'exiler, mais pas assez de moyens pour gagner de la peur. Donc, il faut faire très attention à ça, pas acheter trop de trucs non plus qui font exiler, parce qu'en plus, on a des moyens de le faire sur le plateau. Donc voilà, il faut un bon équilibre entre exiler et gagner des peurs. Mais en fait, ce qui va être plus compliqué, ce qui est assez étonnant, c'est de gagner des peurs au final. Parce qu'il y a des moments où on va vouloir en choper plein d'un coup parce qu'on a plein de moyens d'en exiler. Donc voilà, faut faire très attention à ça. Niveau piste de recherche, bah, sans commune mesure, hein, avec le mystique, on veut cette piste de recherche, absolument. Parce qu'il y a du pas et qu'on en a un en plus. Donc clairement, c'est la meilleure piste de recherche avec le mystique. Et comme si ça suffisait pas, on remonte, on remonte, on remonte, on arrive en haut. Ah, on gagne 2 peurs ici. Alors, ce qui est un inconvénient pour à peu près tous les personnages du jeu, bah là, ça devient un avantage en fait, hein. Donc c'est cadeau, c'est vraiment le plateau fait pour le mystique. On a envie clairement de jouer là-dessus. Ah, donc notre bon vieux mystique, bah, comme vous l'avez compris, bah, peut-être que c'est vrai qu'il nécessite un peu plus une gestion un peu délicate de la peur, et c'est vrai que des gens ont un peu bah, peur de jouer la peur, hein. Souvent ils voient ça comme un truc très négatif dans le jeu, alors que pas forcément. Ça dépend vraiment des moments où tu les gagnes, mais souvent aller gagner des peurs pour gagner plus de ressources, c'est souvent beaucoup plus intéressant. Donc il faut pas avoir peur de ça en fait. Et le mystique permet de vraiment jouer avec, de les gérer, d'avoir une gestion assez fine de ça. Moi, je le trouve vraiment très fort pour moi. C'est le deuxième perso le plus fort du jeu derrière la fauconnière. On va dire que la fauconnière, elle est rang S, et puis lui, il est A+, voire S. J'ai fait mon meilleur score sur le jeu avec lui. J'ai fait 117 points. Euh, Autant dire que je pense pas refaire ce score un jour, hein, mais tout s'est parfaitement bien goupillé, les bonnes cartes sont sorties au bon moment. Et puis, moi, je le trouve très fort, parce que le fait de pouvoir utiliser des rituels pour acheter un artefact à -3 ou péter un monstre, c'est tellement fort, en fait. Donc clairement, hein, en plus avec les 5 emplacements idoles, faut aller beaucoup explorer avec lui aussi. Ça, on n'en a pas parlé, mais il faut de la boussole là. Clairement, avec lui, il faut explorer, il faut des idoles le plus possible pour pouvoir utiliser ses effets. Et tous ces emplacements idoles, ils sont pas faits là pour rien, clairement. Donc moi, j'ai tendance plutôt à faire le rituel avec l'effet de l'idole bleue. Mais clairement, avec les cartes de base aussi, je le fais pas assez. Mais ça permet d'épurer son deck, hein. Si on chope quelques très bonnes cartes, épurer son deck, c'est toujours une bonne chose, hein. Donc ça là, elle permet de piocher, donc pas forcément ça là, mais c'est vrai que ces 3 autres cartes là, en mid-game, late-game, en vrai, elles sont pas très utiles, hein. Donc autant s'en servir pour faire du rituel. Donc voilà, le mystique, on aime beaucoup par ici. Me voilà, me revoilà de retour pour la conclusion de ce petit guide. Pas si petit que ça au final, je pense quand même qu'il est assez consistant. Donc voilà, c'était pour vous montrer quand même que malgré ces airs de jeu un peu familial, il reste quand même hautement technique, et surtout avec le rajout de l'extension qui amène pas mal d'adaptations sur le jeu.
Donc voilà, pour résumer un peu mon classement non officiel, je mettrai la gardienne en premier, après je mets le mystique pas très loin derrière, parce que la gardienne reste quand même un poil plus stable. Après, je mets à peu près au même niveau le capitaine et la baronne, puis le professeur, puis l'exploratrice derrière, vous l'avez un peu compris, moi c'est clairement le perso que j'aime le moins, même si je fais pas forcément des scores ridicules avec elle, mais je vois pas comment faire mieux en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à me parler un peu de vous, vos personnages préférés, quel degré de lecture vous avez sur le jeu. J'espère que ça a été utile pour vous, ce petit guide. Ça m'a pris pas mal de temps, je dois l'admettre. Donc voilà, si vous avez aimé, mettez un petit pouce bleu, ça aide toujours la chaîne, abonnez-vous, pareil. Et puis rejoignez-nous sur le Discord aussi, c'est toujours bien de parler de tout ça. Donc voilà, je vous fais des bisous, à la prochaine, ciao!